À 83 ans, il est candidat pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Une annonce faite le 29 juillet dernier qui évidemment enflamme un peu plus les discussions, les débats autour de la présidentielle d'octobre prochain où les principaux autres leaders, les poids lourds de la politique ivoirienne, comme l'ancien président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, le parti historique de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien ministre et chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé sont pour l'instant exclus des listes électorales, donc interdits d'être candidats. Le 9 août, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues d'Abidjan pour protester contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara, mais également pour demander que les autres leaders de l'opposition puissent eux aussi se présenter à cette présidentielle. Une manifestation largement suivie dans les rues d'Abidjan qui illustre le climat d'inquiétude et de tension qui prévaut autour de cette échéance d'octobre prochain. Comment expliquer la décision du président de la République de se présenter à nouveau après 3 mandats, lui qui, il y a un peu plus de 5 ans, suppliait les Ivoiriens de le laisser aller se reposer en famille? Pourquoi fait-il ce choix à son âge de prolonger ce qu'il présentait alors comme son supplice? Quelles sont ses chances d'être reconduit par les Ivoiriens? Et puis pourquoi cette impressionnante marche contre cette 4e législature dans les rues d'Abidjan? Est-il dans la légalité en briguant ce nouveau mandat? Peut-on, dans le même temps, espérer que les autres poids lourds de l'opposition ivoirienne vont être réintégrés dans la liste électorale pour une compétition plus ouverte et plus juste? Quel est le poids de l'opposition face à cette réalité? Peut-elle challenger Ado? Bonjour et bienvenue à Parlons Vrai, le rendez-vous du débat d'Afromédia consacré aujourd'hui à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Avec cette fois-ci un focus sur la candidature annoncée du président Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat, mais également les exclusions des principaux candidats de l'opposition et la marche du 9 août dernier. Plusieurs invités sur ce plateau d'Afromédia. D'abord, Mme Geneba Touré-Golezinski, qui est vice-présidente des cadres du RHDP, le RHDP étant la coalition des partis au pouvoir. Mme Touré-Golezinski est également la secrétaire générale de l'Union des femmes du RHDP France en charge de la communication. Elle est co-auteure du livre Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau. Bonjour Mme Geneba Touré-Golezinski. Bonjour Monsieur Foka. Notre seconde invitée est Mme Salomé Meyers Nahem, représentante à Paris du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, le parti de Laurent Koudou-Gbagbo. Bonjour Mme Meyers Nahem. Bonjour. Troisième invité de ce plateau de PV, Dr Soumaïla Kouassi Bredoumi, le secrétaire exécutif chargé de la communication et porte-parole du PDCI-RDA. Dr Bredoumi est député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où il est membre de la Commission des affaires économiques. Bonjour Dr Soumaïla Bredoumi. Bonjour M. Foka. Sans grand suspense sur le contenu, le grand public attendait depuis quelques mois cette annonce du président Alassane Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Alors, c'était le 29 juillet dernier. On a vu sur les réseaux sociaux les manifestations de joie d'un certain nombre de membres du gouvernement. Ça n'a échappé à personne. Alors, pour vous, Madame Touré, était-ce une surprise, cette candidature du président Alassane Ouattara? Oui, c'était une surprise, parce que, oui, rien ne l'obligeait à y répondre, mais il l'a fait pour continuer à diriger la Côte d'Ivoire dans l'état de droit, dans le progrès, pour stabiliser la Côte d'Ivoire et pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Nous l'espérions, nous lui avons demandé et nous avons été très heureux qu'il ait répondu à notre appel. Donc sa décision n'était pas prise avant votre demande?
Non. Non. Bien. Madame Myers, vous étiez surprise? Pas forcément surprise parce que avant cette annonce du 29 juillet, il y a déjà une mise en place du cadre électoral avec un verrouillage complet. Donc quand on commence à verrouiller un processus électoral, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête pour se maintenir au pouvoir. Donc 3 verrous ont été installés pour cette élection. D'abord l'éviction de l'ensemble des principaux candidats d'opposition de la liste électorale, ce qui est quand même inédit, du jamais vu. Alors évidemment, c'est plus simple de faire une compétition quand on n'a pas de compétiteurs à la hauteur. Bon, c'est une manière de faire qui évidemment ne nous va pas. Le second verrou, c'est évidemment la liste électorale elle-même. Je pense que Monsieur Bredoumi nous le dira aussi peut-être. En tous les cas, les 2 grands partis, PPACI et PDCI, ont remarqué d'énormes erreurs, d'énormes vraiment faux sur cette liste électorale avec pratiquement on estime... On va parler de la liste électorale. Donc c'est le deuxième verrou, 75% de faux ou d'erreurs sur cette liste, 6 millions de faux sur 8,5 millions, c'est quand même beaucoup. Et enfin, le troisième verrou, la CEI, qui, le moins qu'on puisse dire, n'est absolument pas consensuel. On va parler de ça dans la seconde partie, donc, mais parlons déjà de 3 verrous, ce qui plante effectivement pour lui un décor qui annonce une candidature ou sur mesure. Alors quand on écoute le président Alassane Ouattara parler, il donne les raisons pour lesquelles il doit se présenter. Il a décidé de se présenter. Monsieur Bredoumi, est-ce que cela vous convainc? Il vous dit, par exemple, dans son allocution, qu'il y a des vrais défis sécuritaires, en parlant évidemment du terrorisme qui menace la sous-région. Merci. Je pense que les raisons, on peut les avancer à tout moment. Mais est-ce que ces raisons sont d'abord juridiques, sont légales, ou est-ce qu'elles respectent les engagements qu'on a pris? Moi, je suis député à l'Assemblée nationale. Et quand on envoie une loi, le projet de constitution est un projet de loi. La loi comprend 2 volets, l'exposé des motifs et le thème réglementaire. La loi de 2016, projet de loi, a été défendue après le comité des experts par le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice a juré par tous les assises qu'il n'était pas question que cette nouvelle loi, c'est-à-dire la Constitution, abroge l'article 55 qui permet, qui limite les mandats à 2. Et voyez-vous, moi j'ai parti campagne en 2016 pour le oui. Moi, j'étais directeur de campagne. Et nous avons convaincu la population pour voter oui, parce que cette loi-là dit que les 2 mandats sont bien limités et que les 2 mandats sont bien limités et que la nouvelle constitution n'abroge pas cela. Et M. Cissé Bakongo, qui était les 2 représentants du président dans la commission des experts, l'a répété. Et nous autres, nous sommes allés défendre cette constitution devant le peuple. Nous étions avec le président, à la demande du président Bédié, et nous l'avons défendu. Donc, c'est une question de loi. La loi comprend 2 parties, les textes réglementaires et puis les choses. Donc, aujourd'hui, en 2020, c'est ce qui a amené tout ce qui est mouvement de contestation. Ce n'est pas la première fois qu'on a un conteste. Donc, moi, je pense que ça, au niveau juridique, il y a un problème. Au niveau même des règles, il y a eu le fait qu'un chef de l'État, un président de la République, s'est engagé à ne pas le faire. Et même aller, en 2020, désigner un successeur. Et ce successeur, malheureusement, est décédé. Mais ce n'était pas une raison. La loi dit que c'est quand on est en campagne électorale que quand un candidat meurt, on reporte. On n'était pas déjà en campagne électorale. Donc, il y avait la possibilité de le faire. Donc, le président a dit qu'il avait plus d'une demi-douzaine de candidats. Le président, se présentant aujourd'hui, nous montre 2 choses. La première chose, c'est que ce que nous avons défendu comme loi au peuple, ce n'est pas celle-là qu'on exerce. La deuxième chose, c'est que après 15 ans, le président de la République n'est pas capable, autour de lui, les gens se sont montrés incapables à défendre le bilan du président. Voilà ce que je peux dire. Alors là, vous mettez en cause le respect de la loi. Pour vous, c'est illégal ce 4e mandat. Mais si je vous comprends bien. Tous nos chefs, en tout cas le PDCI, RDA, et le président du parti l'a dit. Vous l'avez vu que c'est une loi illégale. Parce que, au niveau des règles que je viens de définir, il n'y a pas cela. Mais qu'à cela ne tienne. Ce que est encore grave, c'est qu'on s'arrange
à être candidat, et puis on s'arrange que par extraordinaire, tous les grands du parti peut-être sont éliminés. On va parler dans un instant. Parlons déjà de la légalité de cette candidature. Madame Touré, oui. Quand vous entendez ça, on vous dit le candidat Alassane Dramane Ouattara n'est pas légalement autorisé à se présenter pour un 4e mandat. Que répondez-vous à ça? D'abord, je voudrais que vous me permettiez de saluer M. Bredoumi et de lui demander s'il se trouve actuellement en France, en exil ou en visite pour ses affaires. Quel est le rapport? Je n'ai pas trop compris pourquoi. Non, c'est un compatriote que je salue, dont le président a dit que la Côte d'Ivoire était tellement gendarmée que tous ses collaborateurs étaient en train d'aller en exil, et dont M. Bredoumi qu'il avait fait venir auprès de lui. Donc moi, quand vous aurez invité à votre tribune, je vous le dirai. Non, mais on parle entre Ivoiriens, vous pouvez me le dire. On n'est pas venu pour ça. Madame Touré, donc ce que votre président a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Vous n'êtes donc pas en exil, c'est bon à savoir. Non, je ne suis pas venu pour vous répondre. Non. Je suis venu à la demande. Votre président a dit que vous étiez venu, vous avez fait Madame Touré, et vous avez dit que non, c'est très bien. Madame Touré, on va parler du débat qui nous amène ici. Donc on va y aller au débat. Et par rapport au débat, donc M. Bredoumi dit que le mandat du président n'est pas légal, mais il vient de dire aussi qu'il avait voté oui au référendum. Pourquoi il avait voté oui pour le référendum? Parce qu'il a voté oui parce qu'il estimait qu'il ne devait pas y avoir une autre candidature. C'est parce que M. Bédié, qui était aussi concerné par les dispositifs de cette loi-là, était concerné par la levée de la limite d'âge pour la candidature. Parce que le PDCI était avec nous. Mais la limite d'âge est acceptée. La levée de la limite d'âge est acceptée. Mais qu'est-ce qui est accepté, n'est-ce pas, ce référendum? Je vous montre oui. l'élément. Oui. Non, mais madame, laissez-moi le débat avec... Je vous montre que moi, je suis allé battre campagne. Ah d'accord, donc on va je suis à l'Assemblée nationale, quand on envoie une loi, la loi comprend 2 volets. Vous parlez du référendum ou de loi? Mais c'est un projet de loi. Oui, bon, le référendum est d'abord un projet de loi qui se soumet au peuple et devient une loi. D'accord. Vous pouvez la prendre. Maintenant, merci beaucoup. Bon, maintenant, dans la loi, il y a 2 volets. Il y a le texte législatif, et puis il y a l'exposé des motifs. Les 2 sont entiers. On voit d'abord l'exposé des motifs, et puis après, on va dans le texte législatif. Dans l'exposé des motifs, il est dit clairement que la nouvelle proposition de loi de constitution ne permet pas au président de la République de briser un autre. C'est une continuité. C'est bien écrit ici. Mais en même temps, le président de la République vous fait comprendre que cette nouvelle constitution ne prenait pas en compte les précédents mandats. C'est là où il y a des qu'il est dans le 2e mandat. Il n'est pas dans le 4e mandat. Non, mais s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, madame. Je vous dis, c'est là où il y a des la constitution que nous avons votée, et que 2016, cette constitution a été soumise au peuple après l'élection de 2015. La constitution marquait 2 points essentiels qui ne sont pas respectés. Le premier point, c'est que tous les juristes, et vous avez vu sur les antennes, ont démontré que vous allez soumettre au peuple. Le peuple s'est posé des questions et il n'y a pas de... On prend en compte déjà ce qui a été fait. Ça, c'est clair et net, et c'est le RADP qui nous a remis ça. Bon, moi, je ne suis madame, pas à l'Assemblée nationale. Non, attendez que je vous dise. Je vous montre l'exemple que nous avons parlé. Monsieur, deuxièmement, vous dites là, je l'ai vu. J'étais en Côte d'Ivoire, je l'ai voté. Deuxièmement, la loi disait qu'il fallait un vice-président. Et que, comme le président est déjà élu, ce vice-président sera choisi par le président à l'Assemblée nationale. Et que chaque fois que le président se présentait, il fallait un vice-président avec lui. Donc c'est cette loi-là qui a été votée. Mais en 2020, avant 2020, on a modifié encore cette constitution pour que le président de la République choisisse son vice-président. Voyez-vous? Mais donc, ne nous perdons pas. Donc, pour vous, la constitution n'est pas respectée parce qu'il fait un 4e mandat pour vous. Or, dans l'interprétation... Quand vous dites 4e mandat, cela veut dire qu'il n'y a pas 2 mandats. Donc, dans l'interprétation en face, les compteurs ont été remis à zéro avec la constitution de 2016. C'est bien ça. Monsieur Foucault, moi, je n'étais pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas député. J'ai défendu un projet de référendum qui consacrait une 3e République et qui donnait 2 autres mandats au président de la République. Moi, je m'en fais aux lois. Madame, c'est une question d'interprétation. Moi, je n'interprète pas. Je n'interprète pas. Il y a eu une nouvelle constitution, il y a eu une nouvelle République,
qui a mis les compteurs à zéro, qui donnait 2 mandats au président. Il en a fait le premier, il en fait le deuxième. On peut être d'accord ou pas, mais quand on respecte la loi, on est obligé de l'accepter. Non, du tout. Non, il faut quand même être clair. Il y a eu ce référendum porte sur des modifications du texte fondamental. Madame, quelqu'un vous a dit la dernière fois sur un plateau que c'était bien un référendum qui consacrait le référendum, c'est un mode de choix, c'est un mode de scrutin. Ce qui compte, c'est le texte, ce sont les modifications. Le référendum, c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas le fond. Le fond, c'était des modifications apportées à la Constitution. C'est sur ça qu'il y a eu référendum. Et ces modifications qui ont donc modifié la Constitution, qui fait qu'effectivement nous sommes dans une troisième République, ne remet pas en cause la totalité du texte fondamental. Nous avons changé de République. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a changé ou pas, Madame Naïm? Est-ce qu'on a changé ou pas là? J'y viens. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que et d'ailleurs le président de la République Ouattara lui-même l'avait indiqué. C'est que ça ne lui permettait absolument pas de briguer un 3e mandat au départ, au moment où il fait d'ailleurs cette campagne, puisque c'est sous son égide qu'il y a eu cette campagne pour inciter les Ivoiriens à voter, puisqu'il y a un article très clair, le 183, qui indique qu'il y a continuité. Il n'y a pas de remise en cause de la loi. Et donc on va avoir du mal à s'entendre. C'est très important parce que c'est une nouvelle République. Attendez, une nouvelle République, ça consacre une nouvelle constitution. Mais non. Vous dites que le président a dit peut-être que le président n'avait pas envie de faire Je pense qu'on ne va pas s'entendre sur cette interprétation. Le professeur Obou, qui était constitutionnaliste connu en Côte d'Ivoire, qui a dit attention, monsieur le président, vous ne voulez peut-être pas faire un 3e mandat. Écoutez, on va en parler dans un instant, mais je voudrais, s'il vous plaît, on ne sera pas d'accord sur ce plateau. S'il vous plaît, mesdames, d'accord sur ce plateau. Mesdames, est-ce que, Madame Naïm, je voudrais quand même qu'on s'entende parler. C'est-à-dire, si tout le monde parle en même temps, on ne pourra pas s'en sortir. On a constaté que vous ne vous entendrez jamais sur le principe. Parce que c'est encore une question d'interprétation. Et moi, j'ai envie de me tourner vers vous, Madame Touré. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'y a pas, au sein du RHDP, quelqu'un qui puisse prendre la main. Le président Alassane Dramane Ouattara avait dit « J'ai envie de passer le flambeau à une nouvelle classe de politique, à des jeunes. Est-ce qu'on n'est pas en train de souffrir du syndrome de l'homme providentiel avec le président Ouattara? Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir si au FPI, il n'y a personne d'autre que M. Gbagbo à vouloir se présenter à la présidence? Pour l'instant, il n'est pas candidat. On posera la question au moment venu. Il n'est pas candidat parce qu'il ne peut pas être candidat. Oui, mais pour l'instant, le seul qui soit candidat, c'est dans votre camp. Mais et on pose la question maintenant, quand ça viendra en son temps. Si M. Gbagbo, s'il lui était possible d'être candidat aujourd'hui, il serait candidat. C'est possible. Mais là, on est encore dans le domaine du si. Du conditionnel. Bon, mais là, on a un candidat, Madame Touré, de 83 ans, qui demandait à se reposer, et qui voulait passer la main, comme il a dit dans son discours, à une nouvelle classe d'hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas un peu vu comme s'il n'y avait personne d'autre que lui? Et ça, ce n'est pas le syndrome de l'homme providentiel? Mais absolument pas. Il ne vous est pas passé inaperçu que M. Patrick Hachi, dernièrement, a fait lever sa nationalité française. Mais vous ne pensez pas que c'est peut-être le signe qu'il se prépare pour 2030? Nous avons de la relève. Là, on est dans... Pourquoi pas? Monsieur Hachi est un cadre important du RHDP. Monsieur Patrick Hachi a la double nationalité. Il est français de par sa mère. Et maintenant, il a fait lever sa nationalité française, ce qu'on a demandé en vain à M. Tchiliam jusqu'à peu de temps. Mais alors, peut-être que M. Hachi, Patrick, se prépare pour 2030. Est-ce que ce ne serait pas le signe, justement, de cette transmission générationnelle? Patrick Hachi symboliserait la jeunesse? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et dans nos pays, c'est qui les plus jeunes? Dans nos pays. Quand on parle de jeunes, moi, je ne me sens pas jeune. Aujourd'hui, si on devrait même passer le relais, à mon âge, je dirais que ce n'est pas vraiment de la fraîcheur. Mais vous savez, en Afrique, les jeunes et les vieux, on peut en parler. Ce n'est pas pour vous que je le dis. Quand je prends le Cameroun aujourd'hui, le président a 90 ans. C'est le cas extrême. C'est le cas extrême, mais c'est un cas quand même qui existe. Ils volent allègrement vers le 8e mandat. N'y a-t-il pas de jeunes au Cameroun? La question se pose aussi là-bas, rassurez-vous. Je pose exactement la même question. Chez nous, il y a des jeunes qui se préparent. Voilà. Ok, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là, je me tourne vers M. Predoumi. Le président a évoqué, on va
parler des arguments qu'il a avancés. Il a dit on a des vrais problèmes sécuritaires, ce qui est vrai dans la sous-région. Qu'il pense qu'il est mieux expérimenté pour pouvoir résoudre cette question-là. Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais aux États-Unis, quand il y a eu le bombardement des Tourtines, là, après le mandat du président est terminé, il y a toujours des menaces. C'est Obama qui est venu éliminer comment on appelle Ben Laden. L'autre aurait pu dire que comme Ben Laden est vivant, moi je continue, j'écris. Donc c'est pas, les problèmes vont toujours exister. Moi je constate, je suis heureux que madame du RADP vienne nous dire que Achille Patrick se prépare pour prendre la succession. C'est une éventualité. Bon, c'est encouragé. C'est une éventualité. Non, mais laissez-moi finir, madame. Quand vous parlez, moi, je parle. Non, mais je vous écoute, c'est un échange. Non, il faut laisser. Madame l'a dit tout à l'heure, c'est un débat. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Mais bon, il faudrait peut-être que le débat soit géré. Madame, laissez-moi finir, puis vous prenez la parole. Mais je peux parler avec vous sans Non, c'est comme marcher les uns sur les autres. Quand Quand il a fini, on vous redonne. Voilà. Alors, je vous écoute, monsieur le Président. Je constate que c'est vrai que si c'est Patrick Achille, il a d'une qualité. Heureusement que ce soit quelqu'un qui a été formé par le PDCI RDA. Donc, moi, je constate que après tous ces dizaines-là, c'est les gens du PDCI RDA qui approchent le Premier ministre de la sortie du PDCI RDA, le président du Conseil communal de la sortie du PDCI RDA. Et donc, je comprends le président qui n'est pas dans son écurie RDA initiale, quelqu'un pour le remplacer. Bienvenue à M. Patrick Achille. Voilà. En même temps, ce que vous vous êtes perdu un peu sur la question, c'est la question sécuritaire. La question sécuritaire va toujours exister dans le monde entier. Et si un président pense qu'il doit finir tout avant de partir, il n'y aura jamais de président qui va céder. Exactement. En ce moment-là, il ne faudrait pas des règles. Il faudrait dire que le président de la République est élu à tout moment, sans limitation des mandats. Voilà. S'il n'y a pas de limitation des mandats, moi, je ne serais pas plein. Voilà. Alors, Madame Nahem, là, il a également évoqué l'aspect économique. L'aspect économique qui est quand même l'une des choses sur laquelle le président Alassane Dramane Ouattara a consacré beaucoup de temps. Est-ce que dans cette situation-là, on peut dire qu'il a fait marcher l'économie ivoirienne, il continue, c'est tout à fait normal qu'il ait envie que ce qu'il a mis en place ne s'effondre pas? Oui, mais alors c'est ce qu'on vient de dire. À ce moment-là, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'on est dans un mandat qui n'a pas eu de début d'ailleurs, puisqu'on sait de quelle façon il a été imposé, et qui n'a pas de fin. Non, ce n'est pas tout à fait sérieux, et je crois qu'il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que les défis sécuritaires, économiques et monétaires seront toujours importants. Ils ne sont pas particulièrement sans précédent. Aujourd'hui, c'est faux de le dire. Mais est-ce qu'il n'est pas la personne la plus appropriée, la plus expérimentée? Lorsqu'il dit cette phrase des défis sécuritaires sans précédent, c'est absolument faux. La Côte d'Ivoire a connu une guerre. Mais non, nous avons connu une guerre sur notre territoire. Donc il y a un précédent très grave qui est l'attaque et la rébellion de 2002. Donc nous dire qu'aujourd'hui c'est des défis... qu'est-ce qu'il y a de plus d'enjeux sécuritaires lorsqu'on a le pays partagé en deux, occupé par une rébellion des milices armées? Je vois pas ce qu'il y a de plus problématique et de plus... Donc les enjeux sécuritaires, on les a déjà affrontés, on les a déjà connus. En ce qui concerne... si c'est la menace terroriste dont on parle et qui a occupé l'ensemble des pays voisins... Attention à la table quand vous la tapez, c'est ce qu'on me fait. Qui forment l'AES, avec une participation de la France dès 2013 au Mali. Est-ce que les pays du G5 Sahel, est-ce que l'ensemble des républiques africaines membres de la CEDEAO ont réussi à former une coalition suffisamment forte, non seulement pour faire reculer le terrorisme, mais pour l'éradiquer? Et d'ailleurs, au Niger, c'est tout l'enjeu. Au Niger, c'est bien ces jeunes qui font partie des groupes djihadistes sont recrutés comment? Si ce n'est par un déficit de développement économique. Donc, en effet, quand on parle des enjeux économiques, c'est le développement, et le développement pour tous. C'est pas parce que effectivement les 6-7% de croissance de la Côte d'Ivoire, on a effectivement pu constater que le parc automobile
de voitures de luxe à Abidjan s'est considérablement renforcé. En revanche, les jeunes déguerpis, 80% d'emplois informels et les gens qui n'arrivent même plus à faire 3 repas par jour, c'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc le défi Madame économique... Naïm, je ne vous interromps pas. Le défi économique, vous êtes en train de remettre en cause son bilan économique. Oui, je remets en cause son bilan économique. Et si d'aventure il était si fier de ce bilan économique, si assuré d'avoir toute la jeunesse ivoirienne avec lui, motivée pour le voir continuer, eh bien il y aurait un scrutin ouvert. Tout le monde vote d'une façon, comme il le dit lui-même, apaisée, c'est-à-dire qu'on fait un audit de la liste électorale puisque tous les partis ont constaté qu'il y avait de graves problèmes. On ne élimine pas les candidats d'opposition sous tous des prétextes des plus loufoques aux plus invraisemblables, et on fait une véritable élection. Et effectivement, les Ivoiriens choisissent. Ça n'enlèverait pas le côté anticonstitutionnel de ce 4e mandat, mais on ne va pas revenir sur le débat, effectivement, mais au moins ça permettrait de trancher et d'avoir réellement l'avis du corps électoral ivoirien. Alors, quand j'entends Mme Meyers et M. Bredoumé parler de la Côte d'Ivoire, je me demande si c'est bien du même pays que je connais qu'on parle. Si c'est de la Côte d'Ivoire où les gens affluent de partout pour venir en Côte d'Ivoire investir. Tout à l'heure encore, j'étais dans un Uber. Le monsieur me disait, ah oui, mais vous venez de la Côte d'Ivoire, moi je vais y aller investir. Tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Et vous parlez de bilan économique déficient. Mais savez-vous, notre PIB actuel, nous sommes passés avant le Ghana aujourd'hui. Nous sommes 2e après le Nigeria. Et vous croyez que ce n'est rien? Mais le PIB, il est là pour renforcer... Mais il est généré par tous ces investissements. Vous croyez que c'est comment? La richesse, elle est générée par quoi? Oui, mais ça, on sait. On sait qu'il y a des flux d'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a du développement. Non, à quoi ça sert d'avoir un flux d'argent s'il n'y a pas de développement? Le développement, ça se mesure par de l'emploi et de l'emploi sécurisé déclaré. D'accord? C'est ça, le développement. Ici, vous avez le plein emploi. Même en France, ici, vous avez le plein emploi. Non, mais là, on parle pas de la France. Mais pourquoi vous croyez que la Côte d'Ivoire est un pays qui est subitement sorti de Mars ou quoi? Nous sommes un pays africain. Nous sommes partis il y a 15 ans d'un pays qu'on a ramassé à la petite cuillère. Il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire, c'était toutes les infrastructures étaient par terre, à cause d'une guerre, à cause d'une guerre. Non, madame, laissez-moi parler. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Là, on peut pas. Alors, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, comment on peut pas... Mais attendez, vous êtes parti en Côte d'Ivoire depuis quand? L'année dernière. J'y vais chaque année. Vous étiez parti en Côte d'Ivoire en 2010, en 2011 Vous êtes au courant. Monsieur Hachi, vous m'avez dit, il est de mère française. Voilà. Donc vous êtes parfaitement au courant qu'il y a des binationaux dans ce pays. Vous le savez. J'en suis d'accord. Donc voilà. Je sais parfaitement. Alors, on va pas se perdre. Je voudrais répondre à M. Bredoumé. Oui, excusez-moi. Je voudrais répondre à M. Bredoumé qui parle des cadres du PDCI dans le RHDP. Même M. Bredoumé, vous avez oublié que jusqu'au décès du président Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de RDR. Nous étions tous PDCI. Donc, les progrès réalisés par le PDCI sont le fait de nous tous. Et après 1994, le bilan de M. Bédier jusqu'en 1900, jusqu'à son décès, là, ça c'est le bilan du PDCI. Vous comprenez? Avant ça, le PDCI, c'était toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais jeune travailleuse, on me coupait... Le PDCI qu'on est en train... On me coupait de l'argent pour cotiser au PDCI. Le PDCI qu'on est en train d'exclure des élections. Alors, défi sécuritaire, oui. Aux États-Unis, il y a eu machin. Mais nous avons eu cette rébellion, nous avons eu cette guerre parce que le président qui était en place a été incapable de juguler ce défi sécuritaire-là. Comment on peut savoir que son pays est sur le point d'être attaqué par une rébellion et dire « Ah, moi, je vois leur dos, hein, je vois les nageurs, mais de toute façon, je sais partout ils s'arrêtent, mais je ne fais rien. » Ça, c'était une déficience impardonnable. Alors oui, Madame Meyers, vous venez toujours avec votre exagération et vos grands mots, mais la vérité est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays viable, est un pays enviable, est un pays envié. Alors, personne ne peut le dire. Alors, on va terminer cette partie. On va terminer cet élément. On va terminer cette partie en écoutant M. Bredoumé rapidement. Oui, M. Foucault, je vous remercie. Moi, je parle toujours à des chiffres. On parle du bilan économique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une dette de près de 35 000 milliards de francs CFA. Après avoir mobilisé 115 000 milliards sur 15 ans. Notre dette, le service de la dette absorbe 81,6%
de nos ressources. C'est ça, ça veut dire qu'on n'a même plus possibilité. C'est comme une truc, j'appelle soupape. Nous avons un taux de chômage, un taux de pauvreté qui est... On a 4 Ivoiriens sur 10 qui sont pauvres. Au point que le gouvernement a créé ce qu'on appelle les popotes. Au moins, les popotes n'ont pas suffi. Aujourd'hui, on vient d'augmenter encore de 70 000 ménages qui viennent d'arriver. Le pays, aujourd'hui, est classé par le GAFI, les pays les plus corrompus, et avec l'Union européenne sur la liste noire, le pays où il y a le blanchiment d'argent. Nous sommes 3e en Afrique où on a le suicide. Nous sommes parmi les pays où l'immigration est le plus développée. Oui. Ça, c'est le bilan. Et c'est ce que j'attendais du président Ouattara. Mais on peut vous répondre aussi qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête que parce qu'il y a un climat qui permet d'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher, d'espérer que ça va marcher. Attendez, d'espérer que ça va marcher. Quand on pense qu'on a accusé le pouvoir précédent d'avoir fait 6 000 milliards de dettes et que c'était insupportable, incroyable, avec un PIB, avec un pourcentage, la dette PIB de 56%, alors qu'on tend vers 62%. Voilà. Donc, quand on a les recettes fiscales qui reprennent près de 62% de notre recette, mais ça dit qu'on a asphyxié. On a asphyxié. Quand on a 10% seulement des entreprises, moins de 10% des entreprises qui sont locales, ça dit que le PIB dont on parle, c'est de la richesse qui est créée, mais qui est exportée. Voilà. Les Ivoiriens n'en profitent pas. Oui, alors moi je... On va terminer dessus parce qu'il y a d'autres éléments. Moi je ne suis pas dans le chiffrisme effréné. Ah mais c'est ça, c'est pas là on me dit, mais il faut bien parler des chiffres. Vous n'avez pas de PIB. Comme vous avez dit, s'il y a dette, il y a investissement en face. Monsieur Brédoumé, votre président est un banquier. Tous les banquiers connaissent le risque que pays est dette. On ne prête qu'aux riches. On ne prête pas à quelqu'un. Même simplement, je vais voir mon banquier, je lui demande un prêt. Ce qu'il va regarder, c'est ma capacité à rembourser, sinon il ne me prêtera pas. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous parlez de corruption. La Côte d'Ivoire serait devenue aujourd'hui plus corrompue qu'avant. Ah oui. N'est-ce pas sous le gouvernement de M. Bédier que 18 milliards d'aides de l'Union européenne ont disparu et que jusqu'à présent, on n'a pas fait parler? On a 35 000 milliards, 35 milliards déjà. Non, monsieur, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. 18 milliards de l'Union européenne n'ont pas disparu sous M. Bédier? Non, ce n'est pas disparu. C'est seulement 18 milliards de dépenses non reconnues. Ah bon. Donc, ce n'est pas des documents. C'est un peu disparu. Non, c'est pas disparu parce qu'on a mis ça à Moi, j'ai géré les fonds de l'Union européenne. C'est une question de sémantique. Quand vous avez besoin de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les lignes directrices. Si vous prenez les lignes directrices et que vous investissez, par exemple, dans le micro-ordinateur que vous utilisez ou bien dans le micro ici, parce que vous avez justifié par vos comités de pilotage et que le comité de pilotage vous donne l'autorisation de le faire, il va dire non, comme vous l'avez utilisé sur le micro plutôt que sur le chronomètre, moi je ne prends pas ça. Je ne reconnais pas. Voilà, c'est ça qui est fait. Maintenant, 35 milliards, ça a déjà fait 2 fois du fer. Près de 300 milliards. Mais si on veut faire ça, non. on va Écoutez, Monsieur Bédier, déjà, en 1967, a été viré. Là encore, on va avoir du mal. Il y a un autre sujet sur lequel... Donc, laissez-moi... Donc, moi, je vous donne les chiffres, vous allez donner les chiffres, je vous donne les chiffres. Non, mais moi, je vous donne des faits. Alors, s'il vous plaît, tout dernièrement, je me on s'entend plus. Tout dernièrement, quand M. Joël Nguessan a parlé de ça, il s'est retrouvé quelque part. Donc, il a dit qu'il y a eu des détournements et c'est même pas Joël Nguessan. C'est l'ancien ministre RHDP qui était porte-parole. C'est un membre du RHDP. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'impunité au RHDP. Attendez, je vous dis ceci avant de conclure. Je vous dis que l'autorité de bonne gouvernance a dit que la corruption nous fait perdre 1400 milliards par an. Si on multiplie par 15 ans, c'est le 2/3 de notre dette. Alors, l'autre aspect que je m'en voudrais de ne pas exposer, parce que quand on préparait cette émission sur les réseaux sociaux, c'est ce qui revient tout le temps, c'est l'âge du capitaine. Il vient du Cameroun, et j'avoue qu'on a l'air d'avoir le même type de problème. Ouais. Écoutez ceci. 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme, mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc je suis sûr que maintenant vous me comprenez. En tout cas, si
si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 heures. Et à 10 heures, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Laissez-moi partir. Oui. Laissez-moi partir. Oui. Ayez pitié de moi. Oui. Et 5 ans après, il remet ça. Oui, parce que c'est Comment une expliquer supplique ça? que nous n'avons pas écouté. C'est nous qui avons Il vous supplie demandé. et vous ne le laissez pas partir. Nous ne le laissons pas partir. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Parce Parce que là, il a 83 ans. Il a envie de nous 79 ans. écouter. Il sait que nous avons besoin de lui, il a envie de nous écouter. Mais quand je l'entends, il parle de 80 ans. Mais M. Laurent Gbagbo avait dit qu'à 75 ans, on ne peut plus rien donner à la population. Aussi, oui. Voilà. Et lui, aujourd'hui, à 80 ans, il rame, il lutte de toutes ses forces pour pouvoir être de nouveau Mais ça ne éligible. donne pas le droit de l'écarter quand quelqu'un a 83 ans. Mais il n'est pas écarté. Il n'est pas écarté. Pour Il l'instant, a un problème avec la justice. Et ça, moi, je ne rentre pas dans les Absolument problèmes pas. de justice, je ne Absolument rentre pas pas. dans les problèmes de droit. Avant d'arriver Je ne là, rentre pas je dis, dedans. donc pour vous, Oui. mettons que ce soit vous qui l'ayez poussé. On veut bien vous croire que vous, membre du RHDP, vous avez dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne nous C'est faites ce qu'on pas a ça. fait. Et comme c'est un homme de S'il vous devoir, plaît. il a accepté. S'il vous plaît. On a vraiment, c'est ce qu'on a fait. On est sorti de partout pour lui dire, vous voyez, on attend tous que vous nous conduisiez encore pendant 5 ans vers Et des il vous dit, destinées à meilleures. 80 ans, on n'a pas l'énergie de 70 ans. On Ben n'a oui, pas c'est l'énergie vrai. de 60 C'est ans, vrai. de 50 ans. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus faire le boulot. Mais de il a façon formé efficiente. tellement de gens autour de lui qu'il n'est pas tout seul. Il est accompagné. C'est ça la particularité au Mais RHDP. pourquoi ne pas mettre ces gens-là qui sont si formés devant? Mais ils le sauront dans 5 ans. Il a dit c'est une transmission, c'est le mandat de la transmission générationnelle. Donc ce n'est pas antinomique. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Donc pour vous, c'est normal. Oui, absolument. Ah, d'accord. Ça va faire plaisir aux Camerounais. Ah bah, ils n'ont qu'à s'inspirer de nous. Merci, M. Foucault. Moi, je pense que... Mais il y a un écart d'âge quand même. Hein, moi, je avec pense les que présidents camerounais. si le fait est accompli, que le président Ouattara a fait un 3e mandat, qu'il veut faire un 4e mandat, ce n'est pas aux gens du RHDP seulement de décider. Il faut laisser les autres partis politiques présenter leurs candidats et que le peuple choisisse. Nous ne sommes pas dans un royaume, je m'excuse. Que Mais les en gens même temps, choisissent. elle vous dit, ils ont des problèmes avec la justice. Non, mais écoutez, M. Foucault, Ce qui est faux. c'est curieux que si tu n'es pas au RHDP, tu as des problèmes de justice. Mais vos partis politiques ne sont pas interdits Non, d'élection. attendez, s'il vous plaît. Ceux qui sont interdits Madame, d'élection, il y a madame, d'autres personnes dans pourquoi vos chaque fois partis. que Je vais vous parle- redonner la parole, madame. Pourquoi Touré. chaque fois que vous Laissez-les parlez, souvent je me terminer. Non, il m'intéresse. j'échange avec vous. Non, monsieur. madame, C'est je un ne veux échange. je ne veux pas ce genre Mais vous d'échange. ne voulez absolument pas qu'une mouche Non, vole je- quand vous parlez. C'est un échange. Non, c'est que je partage la parole. Non, donc elle, il je nous partage les reviendrai vers paroles, vous, nous on vous s'il vous plaît. écoute. Ça fait partie de la discipline. Et je pense que les valeurs du PDCI RDA, il y a la discipline, c'est ce qu'on a transmis dans l'emblème, puisque c'est nous qui avons Mais fondé. revenons On au est sujet. Revenons au en train sujet. d'essayer, monsieur. Vous Non, n'avez pas écoutez, plus de valeur madame, que sinon, moi, j'ai- Non, non, Revenons au pardonnez-moi. sujet. Allez-y, monsieur. Non, allons-y. Donc, nous pensons que il faut que on a dit que le président Thiam était binational, il était attaqué par l'article 48, et que dès qu'il s'est décédé de sa nationalité ivoirienne, il est devenu ivoirien. Ça fait 5 mois qu'il a demandé un certificat de nationalité. Ce qu'on gagne en 5 jours, 5 mois, il l'a pas. On a dit, il faut... Pour vous, ça s'explique par quoi? Attendez, je finis. On vous dit, il faut refaire la liste électorale, la révision de la liste. Je suis député à l'Assemblée nationale, plus de 27 milliards ont été votés pour ça. Et donc, on dit, on ne peut pas faire des révisions de la liste en année électorale. Alors donc, près de 2 millions de jeunes qui ont fait leur papier, ils attendent pour être sur la liste électorale. Or, l'élection, c'est 3 choses. Il y a 1, les électeurs. On n'a pas dit ça. 2, il y a le programme. Et 3, il y a la structure qui gère les élections. Et ces 3 cas-là, il y a toujours des problèmes. Alors, on dit, Thiam, il fallait qu'il soit exclusivement ivoirien. Il est exclusivement ivoirien. On dit, bon, maintenant, à partir de cet instant, il est ivoirien. Donnez-le le certificat de nationalité, ça fait 5 mois. On ne lui donne pas le certificat de nationalité. Donc, voyez-vous que ça, est-ce que vous pouvez justifier cela?
Donc, c'est tous ces aspects-là, le cas du président Gbagbo, le cas, etc. Chacun a une plaie sur son dos. Cette plaie-là, qui l'a donnée? C'est ça que nous devons savoir. Voilà, comment on peut l'avoir? Chacun de nous a une plaie. Madame Naïm. Voilà. Oui. Moi, je voulais redire parce que c'est vraiment... je tiens en l'alternance et en la transmission générationnelle. Je tiens à la parole donnée. J'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Ah, nous sommes le 27 juillet. Toutefois, le devoir peut parfois transcender la parole donnée. Vous parlez en me regardant et vous ne voulez pas que je vous parle. Donc, c'est verbalisé. Il s'assoit sur la Constitution, il s'assoit même sur la parole donnée aux Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis, je reprends ces mots. Il l'explicite en direct dans une adresse aux Ivoiriens. Oui, je vous ai déjà dit ceci, cela. Oui, j'ai une parole donnée. Mais je peux la changer, toutefois, parfois. Bon, donc nous sommes... Vous savez que les putschs militaires sont extrêmement problématiques. Les putschs civils, tout autant. Nous sommes dans une tentative, nous sommes dans un putsch civil depuis le troisième mandat, et nous sommes dans une récidive. C'est pourquoi nous avons formé un front commun. C'est pourquoi on va parler du front toute commun. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et la marche du 9 était vraiment une amorce de ce que sera ce mouvement puissant, puisque nous tenons à nos institutions. Nous ne pouvons Madame pas... Naïm, est-ce que vous voulez dire, parce que il faut qu'on comprenne, vous voulez dire que aujourd'hui le président Alassane Ouattara a peur de la candidature de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo? Bien sûr. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi il les empêche. Cette histoire elle de condamnation. Elle va le dire par alors, elle-même. on va le réexpliquer. Il faut le dire, effectivement. Tous les Africains doivent connaître ça. Il y a eu une guerre dans notre pays. Il y a eu énormément de morts. Même la commission Konambani s'est arrêtée, avait commencé un travail et s'est arrêtée à 30 000 morts. Pas les 3 000 du narratif AFP. Non. Il y a eu beaucoup plus que ça. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup plus que cela. Donc, il y a eu un procès international. Je pense qu'il n'a échappé à personne. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé à la CPI, qui a duré 8 ans. Public, avec des audiences publiques, extraordinairement suivies. Ils ressortent de là non seulement acquittés, mais avec il y a 300 pages de délibérés et d'exposés des motifs de cette décision d'acquittement. Donc je crois que les choses ont été faites de façon tout à fait sérieuse. Et les accusations portaient sur l'ensemble d'événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire depuis les années 2000. Donc, vous voyez, le scope était quand même assez large. Il y a eu 89 témoins envoyés par... On ne peut pas revenir sur l'ensemble. Non, mais tout ça pour dire que s'il y avait eu un problème de détournement de fonds à la BCEAO, banque qui elle-même ne s'est jamais plaint d'avoir... La CPI, c'était pas pour ça. Non, alors, ce que je veux vous dire, donc quand on a une organisation judiciaire aussi médiatisée, aussi visible de tous, on ne peut pas, de façon en catimini, en secret, reprendre à son compte dans le pays sur une juridiction qui n'est pas en capacité de juger des actes d'un président de la République, parce que vous savez que notre système judiciaire est organisé quand même. Il y a des juridictions différentes. Donc un président de la République, il n'est pas au tribunal d'instance du coin. Voilà, c'est organisé quand même. Donc cette décision-là n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, elle n'a même pas été signifiée à l'intéressé, la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'appel ni de procès, etc. Il était absent du pays. Il était absent du pays et tout le monde savait où il se trouvait. Donc cette histoire est une vaste blague. D'abord, l'argent il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas d'objet. La casse de la BCA. Non, il n'y a pas de... voilà, donc il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas d'objet. Enfin bon, c'est une vaste blague. Donc... Et ça corrobore l'ensemble du scénario. L'objectif, et d'ailleurs, c'est ce qu'a vécu Monsieur Thiam, qui lui-même s'est rendu compte
de la réalité. Quand lui-même a été éliminé, il a commencé à comprendre comment on avait éliminé le président du PPACI. Parce qu'en effet, le sujet, c'est d'empêcher les Ivoiriens d'avoir un choix sur leur candidat. Moi, je ne vais pas revenir sur la question d'âge. Je vais poser la question à Madame Touré. Madame Touré, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a dit qu'il organiserait des élections apaisées, qui se dérouleraient normalement. Est-ce que le plus simple n'est pas tout simplement de faciliter tout ça pour que tout le monde soit candidat finalement? Alors moi, je suis quand même un peu interloquée de comprendre dans le narratif de M. Bredoumier et de Madame que, c'est-à-dire, ils considèrent que la candidature de M. Ouattara égale l'élection de M. Ouattara. Mais c'est le peuple. S'il n'y a pas de candidat en face. Pourquoi il n'y a pas de candidat en face? Pour l'instant, les plus gros ont été éliminés. M. Domelo s'est signalé du côté du PPACI. Bon. M. Jean-Louis Billon. Que c'est pas le poids. Que c'est pas le même poids. M. Jean-Louis Billon s'est signalé du côté du PDCI. Pourquoi c'est pas le même poids? Pourquoi c'est les individus toujours et non pas leur parti? Dans votre cas aussi, c'est des individus. C'est le président mais c'est nous qui l'avons choisi et il n'a pas de problème avec la justice. Quand vous parlez de M. Thiam, M. Thiam a fini de démontrer qu'il a renoncé à sa nationalité française. Mais au moment où il va pour s'inscrire sur la liste électorale, elle est close. Mais même en 2025, il peut y avoir une autre révision électorale. Mais pourquoi absolument sur la liste de 2025? Comme si M. Thiam, en dehors de 2025, perdait tous ses moyens et qu'en 2030, il n'y croit pas. Mais il est jeune. Pourquoi vous avez décidé qu'il sera candidat à la prochaine? Personne n'a décidé. Mais la lecture... On n'est pas ma question, Madame Touré. Ma question est la suivante. Si je ne peux pas passer l'examen cette année, Madame Touré, ma question est la suivante. Je dis, est-ce que ce ne serait pas plus simple, dans un pays qui a connu la guerre, qui a connu la trentaine de milliers de morts dont a parlé Madame Meyer? Il y a même plus que ça. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour tout le monde de dire, OK, le président Alassane Dramane Ouattara est candidat, Laurent Gbagbo est candidat, Tidjane Thiam est candidat, et bien d'autres. Et le peuple ivoirien choisit son candidat en toute sérénité. Je vais vous poser une question, M. Foucault. Bien sûr. Ici, Marine Le Pen n'est plus éligible. Mais pourquoi elle a positionné Bardella plutôt que de demander un dialogue politique où Macron allait lui dire, ah bah oui, mais toi, ou bien, je sais pas quoi, l'Europe allait lui dire, oui, mais finalement, on s'est entendu, il faut quand même que les Africains... Mais pourquoi le pays tient-il à se démarquer tant mais lancez-vous de dans le l'actualité mondiale? théâtre, Madame Touré. Vous avez un don c'est exceptionnel. Lancez-vous dans le théâtre, franchement. Mais pourquoi? Mais Madame, le meilleur acteur en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Non, c'est Laurent Gbagbo. Madame, on va pas revenir sur les affaires intérieures françaises. Madame Le Pen a été jugée et voilà. Elle attend l'appel. Il y aura un appel. Mais le PPACI a fait appel. Même la Cour africaine des droits de l'homme l'a pas du tout. Mais vous êtes allé à l'ONU, l'ONU vous a dit... Mais absolument pas. On vous parle d'une décision qui est non fondée, non seulement sur le fond, mais également sur la forme, sur la procédure. Non, justement, non. C'est toujours assez passionnant. C'est toujours assez passionnant le débat sur les plateaux ivoiriens et camerounais. C'est non avenu. Mais maintenant, je vais partir sur autre chose puisque je sais qu'on ne s'entendra pas dessus. Alors, de l'autre côté, on a vu le PPACI, le PDCI et un certain nombre de mouvements marcher le 9 août à Abidjan. C'était quoi l'objet de la marche? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette marche, qu'il en sorte de cette marche? Merci. Je pense que c'est pourquoi on fait ce débat. Ça n'aurait rien servi si on doit faire ce débat. On fait ce débat pour qu'on comprenne qu'il y a une majorité qui était jusqu'à présent silencieuse qui dit non. Et que ce qui est en train de se faire ne reflète pas la majorité. Et que de 1995 jusqu'à 2010, il y a eu les mêmes problèmes. Et à un moment donné, entre 2005 et 2010, on a compris qu'il y avait un risque. Et rappelez-vous, le pays était divisé en deux parce qu'ils ont dit on a exclu quelqu'un des choses et nous ne voulons pas que ça revienne. Et qui à l'époque était le président Ouattara actuellement. Oui, mais je pense que moi j'ai été directeur de campagne du président Ouattara en 2015. J'ai été directeur de campagne du président Ouattara en 2010 au deuxième tour. Et je l'ai fait à mes propres moyens. Donc je sais de quoi je parle. Et donc,
il est question aujourd'hui d'éviter qu'une personne meure pour des problèmes des élections. La Côte d'Ivoire, les fondamentaux et les signaux sont encore plus graves qu'en 2002. Je peux vous le dire. Ah bon? Ah oui, qu'en 2002. Parce qu'en 2002... déjà, il y a 10 millions de plus. Hein. 10 millions de plus. Donc, vous voyez, il y a 10 millions de On est plus nombreux. On est plus nombreux. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'environnement régional... On doit mourir quand on voit... en masse. Attendez-moi, madame, s'il vous plaît. Non, c'est juste quand on voit l'environnement régional, quand on voit des choses, c'est comme on est en grande sécheresse où on s'amuse avec le feu. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons dire que laisser le peuple faire son choix. Et pendant tout ce temps-là, le RDR était resté mordicus sur quelqu'un. Ce que le RDR n'a pas fait pour lui, il ne veut pas l'imposer aux autres. C'est ça qui est mon problème. Alors, mais quand on regarde aussi votre camp, le camp de l'opposition, il n'est pas si uniforme que ça, il n'est pas si homogène que ça. Vous n'êtes pas si d'accord que ça, finalement. Non, on est d'accord quand sur on regarde, points. oui, On est vous êtes d'accord sur quel point, en réalité? Parce que quand on regarde les différents candidats, c'est pas l'amour fou. Hein? Non, on est d'accord qu'il faut que chaque parti désigne son candidat, ce qui a fait qu'on le laisse faire. On est d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs candidats à l'opposition. Pour le moment, il faut qu'on soit inscrit. Même quand tu n'es pas candidat, il faut pouvoir être électeur. Ça, c'est un droit. La deuxième chose, qu'il faut réviser la liste électorale. On l'a fait chaque année. Et comment on peut dire qu'on veut réviser une liste électorale? En année électorale, on le fera après. D'ailleurs, je vous apprends que la CEI vient de convoquer une réunion pour les législatives. Cela veut dire que s'il y a les législatives avant décembre, cela veut dire qu'il n'y aura pas eu de révision de la liste électorale. Cela veut dire que ce qu'on a dit est vrai. Cela veut dire que c'est exprès que ça a été fait. On veut aussi qu'il y ait un dialogue politique pour dire ensemble, faisons en sorte qu'il y ait moins de grabus qu'on a là. Donc on a un certain nombre de sujets sur lesquels on est d'accord. Ce sont ces 5 points fondamentaux qui ont fait que nous sommes tombés d'accord. Une fois que la liste sera inclusive, que la révision sera faite, qu'on a une série consensuelle, qu'on a l'audit de la liste électorale, alors on décidera si pour aller, il faut s'entendre ou non. Alors, si tout ce que vous dites n'est pas fait, s'il n'y a pas cet audit de la liste électorale, si elle n'est pas révisée, si on n'a pas réintégré les candidats qui ont été exclus, vous allez aux élections ou pas? Je vous dis une chose. Moi, j'ai écouté le discours du président Alassane Ouattara. J'ai vu, les gens parlent de tout son discours. Il y a une phrase qu'il a dit, toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une élection apaisée. Mais quand on parle d'apaisement, cela veut dire que les révélateurs du peuple sont pris en compte. Donc j'espère que maître de son calendrier, de son agenda, il fera un geste pour que la Côte d'Ivoire aille en paix. Il ne va pas se mettre sur lui le risque ou bien la charge pour dire que je n'ai pas écouté et ça allait. Donc je fais confiance au président Ouattara sur ce point-là. Madame Naïm, je repose ma question. Là, vous avez un certain nombre d'exigences que vous avez exprimées pendant cette marche du 9 août. La révision de la liste électorale, bon, vous vous êtes aussi plaint de ce quatrième mandat. Je pense que la plupart des gens se disent que bon, ça c'est perdu de toute façon. Si demain, j'ai des doutes là-dessus en tout cas, si demain il n'y a pas cette révision des listes, est-ce que chacun va aller aux élections? Est-ce qu'il y a un risque que l'opposition, pour une fois, soit d'accord et n'aille pas aux élections? On n'en est pas là du tout. Et je crois que, d'ailleurs, encore une fois, il faut revenir sur le décor qui a été planté par le président de la République. Lui-même dit que, en quelque sorte, il faut faire attention, sa parole donnée peut varier en fonction des événements. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Donc nous allons faire ces événements, nous allons faire émerger la volonté profonde du pays et des Ivoiriens, effectivement, qui réclament de véritables élections. Et donc c'est ça le travail de l'opposition. Mais nous faisons des marches, nous faisons de la pédagogie et nous voulons démontrer et nous voulons démontrer qu'il y a une majorité dans ce pays qui veut effectivement des élections libres, transparentes et apaisées. Et je pense que là, puisque c'est le président qui présente les choses comme ça, que lui-même peut avoir une parole, la changer, etc. Non, c'est pas l'interprétation. Je reprends sa phrase. Toutefois, le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc on peut dire des choses. Alors vous l'appliquez à quelle situation ça? C'est à la libre, visiblement, c'est à l'arbitraire du président. Revenons à la chose, parce que tous vous aimez ce pays. Et nous aimons tous nos pays, on a envie de paix. Je veux dire, on peut s'exciter, s'énerver, s'emballer. Personne n'a envie que l'on retombe dans les travers que nous avons connus dans les années précédentes. Madame Touré, aujourd'hui, est-ce que pour vous, il serait bien quand même qu'on
fasse baisser la température parce qu'on a vraiment la fièvre à 40 là et qu'on se dise on va faire participer tout le monde à la fin de la journée. Mais tout le monde peut participer aux élections en Côte d'Ivoire. Le PDCI n'est pas interdit de participer à l'élection. Le PPACI non plus. Est-ce qu'on va mettre dans la même balance la paix de tout un peuple dépendant de deux individus? De tout un peu. Fut-il de poids? Est-ce qu'on va faire ça? La Côte d'Ivoire, on parle d'élections, mais ce sont les Ivoiriens qui déterminent qui va les conduire. Allons aux élections, on parle de liste électorale. Mais monsieur, la liste électorale, c'est la CEI qui l'a fait. C'est la commission électorale indépendante qui l'a fait, selon des critères bien définis. Moi-même, j'ai participé à la révision de la liste électorale ici. Le problème de ces deux partis, c'est que quand il s'est agi de mobiliser leurs militants pour aller s'inscrire sur la liste électorale, ils leur ont dit n'y allez pas. N'y allez pas, comme ça il n'y aura pas d'élection. Ils se sont même organisés pour casser les dispositifs installés à cet effet. Aujourd'hui, ils sont déficients. Ils ne sont pas assez... Dom Melo a dit que le PPACI ne peut se réclamer que de 600 000 électeurs sur cette liste électorale-là. Vous croyez que ça arrange le PPACI d'aller à cette élection-là? Alors, ils font feu de tout bois, il se trouve des obstacles partout, mais est-ce que dans un parti politique, vous nous le disiez, M. Alassane Ouattara n'est pas le seul à pouvoir mener notre parti, mais nous l'avons choisi, il est candidat. Voilà. Il n'a pas de problème. Voilà. Il n'a aucun problème avec la liste électorale. Et le PDCI a choisi son candidat. Et le PDCI a choisi son candidat. Son candidat ne s'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Vous l'avez éliminé. Il était sur la liste électorale. Il était sur la liste électorale. Mais est-ce qu'il pouvait être éligible? Il était sur la liste électorale avec sa double nationalité, alors qu'il se prétend mais M. Patrick Hachi n'était pas sur la liste avec la double nationalité. M. Patrick Hachi est candidat à l'élection. Non, mais il est... Pourquoi il ne peut pas être sur la liste électorale? Est-ce qu'il ne peut pas être sur la liste électorale en étant en double nationalité? Mais il était... Non, vous n'avez pas dit mais personne ne lui a fait de problème. Non. Sauf quand il s'est déclaré candidat à la présidentielle. À ce moment-là, il aurait dû se débarrasser de ça. Non, attendez, madame, alors vous dites que... On est tous Ivoiriens, on a suivi tout ça. On sort de la liste électorale de quelqu'un en 2022 parce qu'il était... Pourquoi 2022? Non, il était en 2022. Mais qui lui a fait un problème? Mais pourquoi on dit que... Vous dites qu'il était sur la liste, il ne devait pas y être? Mais je vous parle de 2025. Oui, mais 2025, si on a... Alors, mais quelqu'un qui est inscrit sur la liste électorale avec les mêmes documents et qui n'a pas été dévié de cela. Voilà. De la marche de l'opposition. C'est un modèle de démocratie. Cette marche-là, il y a eu l'opposition rassemblée à marcher. Mais vraiment, ils étaient en nombre, ils ont été encadrés par une police régalienne, civilisée, tout s'est bien passé. Et tout pourtant, on n'a pas manqué d'entendre des noms d'oiseaux à l'endroit du président, d'une communauté. Dans le même temps, madame Touré, parce que c'était la fin. On arrive presque au terme de l'émission, s'il vous plaît. C'est qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées. Oui. Mais monsieur, il y a des personnes du PPACI qui ont été arrêtées. Il faut rappeler au PPACI, Madame Pascal Zaoli qui était le FPI, qu'en 2004, quand le RDA projette une marche de protestation, 200 morts, avant même qu'il ne soit sorti. On a étouffé la marche dans l'œuf, 200 morts à la quille. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait de démocratie qui viennent nous opposer aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Madame Pascal Zaoli, députée suppléante de Yopougon, a été enlevée chez elle le dimanche 3 août à 5 h du matin par une milice encagoulée devant sa famille. Elle est restée 6 jours au secret. Personne ne savait où elle se trouvait. Donc sans contact avec sa famille, sans contact avec les avocats, au secret. Voilà, pendant 6 jours. Et d'ailleurs, elle était au secret, une députée suppléante, au moment... le 6 août, où monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, fait son speech sur la paix, l'apaisement, la démocratie et tutti quanti. Donc, c'est une véritable farce. Mais sachez que tout ça, n'est pas passé inaperçu, puisque nous rendrons visible et nous faisons un gros effort de visibilité sur l'ensemble des, vraiment des enlèvements extra...
Bon, alors malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission parce que le temps n'est pas extensible. Mesdames, s'il vous plaît. Un ancien ministre de la Défense qui est auditionné pendant 72 heures, sans avocat, sur lequel on l'a... Oui, absolument. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Mesdames, s'il vous plaît. Mesdames, s'il vous plaît. Restons courtois, s'il vous plaît. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est toujours très passionné avec les Ivoiriens quand on les met sur un plateau, comme les Camerounais d'ailleurs. Merci d'avoir accepté en tout cas de venir en débattre ici. Bon courage. Et puis on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de mort cette année dans ces élections. Mais s'il y a un mort, il faudra le leur bon imputer. Courage à vous. Et puis... nous, on n'a aucune raison merci de à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Nous arrivons malheureusement au terme de Parlons Vrai, le rendez-vous du débat et des gens d'Afro-Média. Merci mesdames, merci monsieur, d'avoir accepté de venir discuter sur notre plateau parisien. On aimerait bien organiser un tel débat pour un autre pays où les élections s'annoncent dans les mêmes conditions, dans le même climat, avec un président quasi invisible aux affaires depuis 43 ans, qui brigue un nouveau mandat à l'âge de 93 ans. Un scrutin sur fond aussi d'exclusion du principal leader de l'opposition. Une opposition au moins aussi divisée que celle de Côte d'Ivoire. Que Dieu protège ces deux pays pour que tout se passe sans heurts. À se demander l'utilité et le bien fondé de toutes ces élections et tous ces scrutins où les vainqueurs sont très souvent connus à l'avance et avec la seule inconnue étant surtout le nombre de victimes et d'arrestations. Restez à l'écoute des programmes d'Afro-Média et pour accéder à tous nos contenus, n'oubliez pas de télécharger notre application Afro-Média qui vous propose le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. À très vite.